Avertissement. Aujourd'hui, on va voir des seins, des pénis et toutes sortes de choses qui peuvent choquer. Alors si c'est pas votre dada, je vous invite à quitter la vidéo, même si je m'efforcerai de censurer au maximum. Et si vous êtes de grands nudistes dans l'âme, vous pouvez rester. Bon visionnage. Bonjour à tous et parlons de nudité. Et oui, aujourd'hui, tout le monde... La nudité dans l'art est un vaste sujet et je pourrais en parler pendant des heures. Le nu, c'est un peu la base depuis des siècles. C'est la représentation la plus fidèle, universelle et intemporelle de l'être humain. Enfin, bon, fidèle, pas vraiment, hein, vu la perfection des corps. Universelle non plus, puisque la vision du corps change clairement selon les civilisations. Et intemporel, ça marche pas, vu que son évolution montre que la vision du corps a changé à travers les âges. Eh bien, c'est justement ce que l'on va voir aujourd'hui. En espérant que YouTube ne supprime pas ma vidéo, même si je ne suis pas monétisée. Merci. Alors, pour être simple, efficace et clair, parlons de la nudité dans son évolution artistique, car il ne faut pas occulter le fait que la vision de la nudité dans l'art, cela reflète un pan de la société. Oui, bah c'est le concept de l'art en fait, hein. Avant l'Antiquité, on a quelques représentations figurées de personnes nues et qui montrent un peu toujours la même chose. Et des boobs. Oui, car sans être trop caricatural, la question de la reproduction était centrale dans les sociétés pré-antiques. Donc on retrouve souvent des représentations avec de gros pénis, car quand même, faut bien montrer que la fertilité, c'est cool. Dès Lascaux, on a la peinture de ce charmant monsieur dont le coup de pinceau n'a pas été fait au hasard. Ça montre bien sa virilité. Par contre, ça a pas l'air d'impressionner le bison qui compte bien écraser. En même temps, la virilité n'a pas l'air d'être un problème pour lui non plus. C'est sûrement symbolique comme scène, à part si les gars s'amusaient à se balader à poil pour se battre contre des bisons. Pour les femmes, on est un peu dans le même délire avec les Vénus. Ce sont des statuettes réalisées au paléolithique supérieur, en gros ici, avec les mammouths et les cailloux, représentant le corps de la femme schématiquement. Et oui, elle est grosse. C'est sûr qu'on verrait pas ça aujourd'hui. Mais on suppose qu'à cette époque, c'était la meilleure façon de représenter la fertilité, puisqu'on sait que dans nos sociétés plus récentes, une femme bien ronde montrait une femme capable de faire de beaux bébés. Et là, entre la grosseur du ventre qui peut suggérer des anciennes grossesses, les seins prêts à allaiter, les hanches bien marquées, la vulve visible, cela ne serait pas étonnant et en totale adéquation avec notre monsieur au bison. On a retrouvé des centaines de représentations de ce type, ce qui suggère que c'était une image assez importante pour ces sociétés. Après, n'oublions pas que cela reste du domaine de l'interprétation. À l'Antiquité, la fertilité peut toujours être représentée, mais souvent en lien avec des divinités particulières. C'est le cas de Priape, dieu de la fertilité, dont on a découvert une fresque à Pompéi qui... Bon bah il est fertile, hein, mais il peut pas marcher non plus. Il s'agit d'une figure ityphallique, un nom très compliqué juste pour dire qu'il a un gros membre. Sinon, ce sont les satyres qui sont souvent représentés en érection, parce qu'à l'Antiquité grecque surtout, les gros pénis représentaient la lubricité, la sexualité débridée et le non-contrôle de soi. Sinon, toutes les statues représentent des hommes avec des petits organes, j'aurais jamais trouvé autant de synonymes dans cette vidéo, car c'était là la représentation de l'homme grec et de sa beauté. Un homme qui se contrôle et qui est civilisé. Et c'est pour ça qu'évidemment ce n'est pas fidèle à la réalité. Mais vous avez déjà dû voir la vidéo de C'est une autre histoire à ce sujet, et sinon je vous invite à la regarder car elle résume très bien ce concept. Après, les corps masculins peuvent être aussi exagérément musclés et torturés, à l'image du Laocoon qui s'extirpe de ses serpents, ou d'Héraclès, alias Hercule, symbole de la nudité héroïque. Pour ce qui est des femmes, on a bien sûr Vénus, la beauté suprême, exemple de la beauté féminine pendant des siècles, et qui est imagée selon des proportions parfaites. C'est aussi le cas des hommes, représentés tels des athlètes ou des guerriers. Chez les Grecs, on voit le corps nu parfait selon des mesures géométriques très strictes, et souvent c'est pour des divinités, mais pas que. La nudité parfaite chez les Grecs, c'est vraiment synonyme de beauté et d'harmonie. Et n'oublions pas que là, je parle de la nudité classique et hellénistique, donc assez récent. Pour les périodes antérieures, comme géométriques, vous vous doutez bien rien qu'au nom que le corps était encore représenté différemment. La nudité à l'Antiquité est un sujet à part entière qu'il faudrait traiter à lui tout seul, que ce soit au niveau de ses supports, de ses représentations et donc des interprétations qui en ont été faites. Mais comme j'ai pas trop le temps, vous avez un article Wikipédia hyper complet à ce sujet dans la description, puisque ce sera déjà un bon point de départ pour m'éviter de vous réciter mes 3 ans d'histoire de l'art antique. Au Moyen-Âge, c'est compliqué, évidemment. On pourrait penser qu'à cette époque, bouh, le nu c'est pas bien. Et pas forcément. Il est à la fois beau et pas beau. Je m'explique.
La base, c'est Adam et Ève. Dans les peintures qui les montrent au paradis, c'est l'innocence, la pureté et l'obéissance à Dieu. Selon la religion catholique, la nudité est l'état originel de l'être humain et donc de la création divine. Sauf que la vilaine Ève, qui a sacrifié l'image de la femme pendant des siècles, merci la gueuse, s'est dit que c'était une super idée de croquer dans cette foutue pomme, et la catastrophe, ils se sont rendus compte qu'ils étaient tawalpés. Donc ils étaient plus cons, finalement. Et Dieu, ça ne lui a pas plu. Le nu est ainsi très ambivalent, c'est à la fois signe de pureté, mais aussi de péché originel quand les artistes peignent les feuilles de vigne qu'Adam et Ève ont mis pour se cacher. Après, on trouve aussi des bouts de tissu, des coquillages, bon bref, les artistes ne manquent pas d'imagination à ce sujet. Quand les personnes sont totalement nues, elles peuvent à la fois être au paradis, donc c'est cool, mais souvent il s'agit plutôt de l'enfer. Le nu, c'est aussi pour montrer les souffrances subies par les corps damnés. Et ça, les images de Jésus l'ont bien comprise. Bah oui, vous êtes jamais posé la question de pourquoi il était toujours pratiquement à poil? Bon, déjà c'est décrit dans la Bible, hein. Les Romains l'ont déshabillé et ont mis sa tunique au sort. Mais c'est aussi très pratique. On peut montrer la trace de la lance dans le thorax, les muscles contractés par la crucifixion, le sang qui coule, le corps amaigri, le teint blafard, et parfois même il est totalement nu. Ce n'était pas interdit. Sur la croix, c'était la meilleure façon de le représenter humain, dans son plus simple appareil, en train de souffrir pour nos péchés. À la fin du Moyen-Âge, les artistes commencent d'ailleurs à s'intéresser à l'aspect mortel du corps. On le voit avec les peintres flamands qui ont un talent indéniable de naturalisme dans leurs peintures. Hans Holbein a notamment peint le Christ crûment dans son tombeau comme jamais auparavant. La maigreur, la peau jaune et le visage qui témoigne que, oui, il est bien mort. L'aspect divin disparaît donc totalement car il est même plus sur la croix mais représenté comme dans un cercueil, donc comme nous, des simples mortels. Et ça c'est quelque chose qui revient beaucoup à la fin du XVe siècle, le corps qui souffre et qui meurt, le corps décharné et qui vieillit, une espèce de crainte de l'éphémère et de la faiblesse du corps humain, et qu'en fait la beauté que Dieu nous a donnée s'en va trop rapidement au profit de la décadence et de la vieillesse. En même temps il y avait un truc pas très sympa à l'époque. La peste. À la Renaissance, c'est le retour de quoi? Emmanuel Macron. L'Antiquité. Qui dit antique dit beauté du corps, perfection des proportions, tout ça. La redécouverte des sculptures antiques fait des émules auprès des artistes italiens qui représentent de beaux jeunes hommes nus comme le David. David, c'est un peu le chouchou de cette époque, mais ce qui est rigolo, c'est qu'il n'est pas représenté de la même façon selon les artistes. Donatello sculpte un jeune homme androgyne, les membres fins, mais les muscles à peine saillants. Alors que Michel-Ange, bon bah du muscle il y en a partout. Et il n'y a pas que du muscle d'ailleurs. Bref, David n'est déjà plus adolescent, il a dépassé sa puberté et est un bel adulte qui a bien grandi. Un peu trop d'ailleurs vu qu'il mesure 4 mètres. Michel-Ange c'est un peu le spécialiste des hommes à poil à la Renaissance. Il pouvait à la fois les représenter avec une certaine préciosité, comme pour ces esclaves qui ont l'air de se tortiller pour se dégager avec délicatesse, comme faire un Adam bodybuildé parce que quand même les gars musclés il aime bien ça. D'ailleurs il aime tellement ça que quand il sculpte des femmes, on a l'impression qu'il s'est gouré et avait oublié quelque chose. Michel-Ange fait partie des grands fans de la manière terrible, représentant la musculature forcée des personnages. Et puis sinon, il y a des gars comme Raphaël qui aiment bien l'apparence modérée. C'est d'ailleurs lui qui a peint les Trois Grâces, ce fameux tableau qui représenterait, car il y a des historiens de l'art qui le contestent évidemment, 3 déesses romaines symbolisant l'allégresse, l'abondance et la splendeur. Et on sent la patte de Raphaël, avec cette sensation d'une peau lisse, douce, parfaite, et des corps un peu charnus comme on les aime à cette époque. Enfin charnus. Rubens se bat à plat de couture, mais bon. Mais le best du best pour une femme à l'époque, c'est être Simonetta Vespucci, alias la Vénus de Botticelli, qui correspond parfaitement aux critères de l'époque. Les cheveux blonds vénitiens, les yeux bleus, le teint pâle et le corps à l'antique. Elle est grande, mince, mais sculptée avec ce petit contrapposto, pose très populaire dans l'art qui consiste en un léger déhanchement qui valorise la beauté du corps. Cette pose rappelle notamment la Vénus médicéenne, sculpture de marbre antique conservée chez les Médicis et qui a pu notamment inspirer Botticelli. Vénus, c'est le canon esthétique de la Renaissance par excellence. Le canon esthétique désigne la proportion parfaite des membres et donc la beauté idéale. Ce canon esthétique il va rester très utilisé par les peintres académiques jusqu'au 19e siècle. Des femmes au corps parfait, aux proportions même parfois irréalistes. La grande odalisque d'Ingres par exemple a un dos vachement long. Tout simplement parce qu'elle a 3 vertèbres de plus. Alors oui, anatomiquement ça pose problème, mais ça fait joli. En parlant d'odalisque d'ailleurs, ce thème a été de nombreuses fois choisi par les artistes. Au 19e siècle, on est des grands fans de l'Orient et de ses merveilles où beaucoup de gens voyagent. L'odalisque est une femme faisant partie du harem. Donc bon, déjà les fantasmes fusent, et on est toujours sur des femmes au teint blafard, oui pour une orientale, un corps long et gracieux, et sans poils bien sûr, parce que les poils c'est moche, Delacroix l'a bien compris quand il s'est fait engueuler pour sa liberté qui avait des poils au bras. C'est Manet qui prendra le contre-pied de ces représentations idéales en peignant l'Olympia, copiée sur la Vénus d'Urbino, mais avec un corps bien plus réaliste, et surtout celui d'une courtisane. Le fait qu'elle nous regarde choque à l'époque. Lorsqu'on représente une femme nue, c'est toujours dans la surprise, genre elle est pas au courant.
Mais l'Olympien, elle, s'assume, nous regarde droit dans les yeux, et en plus elle est dans un intérieur mondain, servi par une servante noire, bref, rien ne va. Manet de toute façon aime bien individualiser le nu et créer le scandale. Dans le déjeuner sur l'herbe, les femmes sont d'une part nues au milieu d'hommes, donc là déjà c'est pas du tout acceptable, et en plus comme on peut le voir sur cette demoiselle, bah elle a un petit bidon, car elle est pas dans une pose lascive, elle est assise. Oui, ça s'appelle de la peau, et on en a tous, mais pour l'époque, Burke c'est moche. Enfin pour l'époque. Bref, on est loin de la beauté idéalisée et mystifiée, vous l'aurez compris. La nudité féminine montre aussi celle qui inquiète, comme celle du sphinx qui manipule les hommes. Et pareil, la nudité des femmes au XIXe siècle, c'est un sujet à part entière. Pour ce qui est des hommes, justement, j'avoue que les œuvres ne fusent pas, mais il y en a quand même. L'homme parfait et désirable de Girodet, le jeune homme torturé du romantisme par Hippolyte Flandrin, un joli fessier sportif par Basile, c'est cadeau, le corps mort de Bourgreau ou la sensualité de Rodin. Bref, les sujets masculins sont aussi de mise au XIXe siècle, souvent des jeunes hommes, beaux, sportifs et androgynes. Il est intéressant de voir qu'il n'y a pas eu beaucoup de contre-pieds masculins, comme cela a été le cas pour les femmes. Bon, déjà, il faut se dire qu'ils étaient beaucoup moins nombreux. La bienséance du 19e siècle était bien plus choquée par le nu masculin que féminin, vu qu'il s'agit d'une société encore dominée par les hommes. Mais peut-être aussi parce que le regard du sexe opposé a influé sur la nudité de l'autre. Jusqu'au 20e siècle, les peintres académiques étaient surtout des hommes, et les femmes ne pouvaient pas peindre de nus masculins, vu qu'elles ne pouvaient pas avoir accès aux modèles. C'est donc normal qu'au bout d'un certain temps, le regard sur le corps féminin a évolué, à un point d'ailleurs assez ouf au XXe siècle, tandis que celui des hommes a eu peine à dépasser cette image de virilité parfaite. Mais c'est mon interprétation personnelle, n'hésitez pas à en discuter en commentaire. Mais attention, là où le nu va avoir la cote, c'est avec la photographie. Cela devient même un genre à part entière, le nu. Et là on voit des femmes avec des poils. Des poils, mon dieu, c'est incroyable! La photographie est d'abord utilisée comme modèle par les artistes. Ces photos peuvent circuler et servir à leur reproduction. C'est juste une aide en fait, pas une œuvre d'art. Mais en 1851, on invente les photographies érotiques. Bah oui, on a bien compris que la photo égale porno. Et là, je peux vous dire que ça vend, ça vend beaucoup. Mais c'est toujours pas des œuvres d'art. C'est Émile Bayard qui va populariser le nu artistique photographique avec sa revue Le Nu Esthétique, série mensuelle avec de véritables nus artistiques. Et c'est là qu'on va commencer à voir se répandre des nus mis en scène dans la photo. Man Ray en sera notamment un spécialiste beaucoup plus tard, et oui, il est à l'origine de cette fameuse photo. Mais si, Man Ray, les mains libres, #BACL français 2015, toi-même tu sais. Il prendra notamment en photographie des artistes comme Kiki de Montparnasse, Mireille Oppenheim, ou des femmes moins connues comme Natacha ou Adi. Car oui, Man Ray et Salvador Dali étaient des grands potes, et il y avait un petit groupe de femmes autour d'eux, des potes elles aussi, que Man Ray aimait prendre en photo dans des situations plus ou moins sexuelles. Mais il a pris des photos d'hommes aussi, comme Jean-Charles Worth. Et puis je ne vous parle que de Man Ray, mais inutile de vous préciser que le nu en photo, on en trouve des tas, et ce, jusqu'à aujourd'hui. Et là vient l'art contemporain. Je ne vais pas revenir sur les questionnements et les problèmes que peuvent poser l'art contemporain, pour ça il faut voir ma dernière vidéo. Mais il y a quand même un truc qui revient, et moi-même je me suis fait la réflexion, les artistes contemporains, ils aiment quand même beaucoup être à poil. Si vous avez vu ma vidéo, vous avez dû comprendre pourquoi les artistes aiment, entre guillemets, le scandale. Et le nu fait bien sûr partie de cette mécanique. Comme vous avez dû le constater sur Facebook ou Twitter, Charlie Danger, on pense à toi, un téton sur internet, ça ne plaît pas. Parce que les seins ont été catégorisés comme une partie sexualisée du corps. Donc le corps nu égale sexe. Et sexe égale scandale. Donc quoi de mieux que de se mettre à walper pour faire parler de son œuvre? Vous vous rappelez de la dame qui s'exposait devant l'origine du monde de Courbet? Eh bien il s'agit de Déborah de Robertis qui n'était pas à son coup d'essai, puisque la nudité, c'est un peu son kiff. Si j'ai bien compris sa réflexion, car moi et les réflexions des artistes contemporains, ça percute pas toujours, elle veut re-questionner la place du nu dans notre société. En gros, dans un tableau, ça passe, mais en vrai ça passerait pas. Pourquoi l'Olympien ne choque personne à Orsay, mais choque quand c'est en vrai? En réalité, même si l'on peut contester sa manière de faire, sa réflexion n'est pas si inintéressante et pose le problème de la place du nu dans l'art et de l'ambiguïté de la nudité aujourd'hui. Et vous vous rappelez aussi de la pondeuse des œufs? Oui, bien sûr que vous en rappelez. Eh bien c'est Mila Moiré et elle, son kiff c'est se mettre à poil aussi. Pour elle, la société ne devrait pas l'obliger à s'habiller et elle fait ce qu'elle veut, si je résume en gros. Je ne vais pas m'étendre sur les femmes nues dans l'art aujourd'hui, car comme rappel de ma vidéo sur les femmes artistes, il s'agit souvent d'un message féministe derrière. Libération de la femme et de son corps, car trop souvent sexualisé. Mais les mecs alors? Arriva Jean Fabre. Jean Fabre est un monsieur un peu fou qui a décidé de faire une pièce durant 24 heures sur la mythologie. Et avec des acteurs et actrices nus comme des vers. Alors moi j'en avais pas trop entendu parler, mais ça avait fait grand bruit car il y avait du sexe et du sang. Bon, en même temps, vous avez déjà regardé une seule fois un mythe grec? Franchement, entre Chronos qui dévore ses enfants, Zeus qui couche avec tout ce qui bouge et Oedipe qui se marie avec sa mère avant de se crever les yeux tandis que sa sœur est emmurée vivante, ah bah Jean Fabre il a respecté les limites, ça c'est sûr. Et du coup, mettre les acteurs nus peut avoir du sens. En même temps, les héros grecs sont souvent représentés à walper, tout comme les dieux et les déesses.
Encore une fois, en sculpture ça passerait, mais pas en vrai. Bien sûr, Jean-Fab a pris des libertés dans sa pièce, on peut encore le traiter de masturbation intellectuelle, mais bon, voir des tas de gens tout nus pendant 24 heures, c'est pas pire que de lire les mythes grecs. Sinon, il y a des gens comme Wagner Schwartz, un chorégraphe qui a présenté une performance au Brésil en 2017 en hommage à Lydia Clark, morte en 1988, grande artiste contemporaine brésilienne. Il s'est donc allongé nu, attendant que les gens fassent quelque chose avec son corps. Et c'est une mère et sa fille qui ont décidé de s'approcher pour lui toucher les jambes. Et une enquête a été ouverte. Bah oui, la nudité a ses limites. On ne se met pas tout nu quand il y a des enfants aux alentours. La volonté peut être aussi innocente que ce soit pour l'artiste, la nudité dans l'art, eh bien elle a aussi ses limites car il faut peut-être penser à ce qu'elle peut provoquer dans les lieux publics. Mais ce n'est que mon avis, n'hésitez pas à donner le vôtre en commentaire, bien évidemment. Ah, quelle jolie note pour terminer cet épisode. Alors oui, aujourd'hui vous avez vu plein de gens tout nus, et j'ai dû bien m'embêter à censurer et ça devait être génial. La nudité ne pose aucun problème quand elle rentre dans un cadre représentatif, artistique, mais en revanche dans un lieu public, eh bien ça ne va plus. Comme on a pu le voir, la nudité a été à la fois admirée et sujette à scandale, et aujourd'hui c'est la même chose. À l'époque il s'agissait d'érotisme et de beauté, aujourd'hui plutôt d'érotisme et de proximité avec nous. Pouvons-nous vraiment nous balader nus dans la rue au nom de l'art ? Bon, selon la loi, non, mais comme l'art a l'air de donner une exception, la question peut se poser, surtout que notre regard sur la nudité n'est pas le même selon les gens. Pour certains, ce sera normal et même encouragé, et pour d'autres, ce sera juste inacceptable ne serait-ce que de la voir. À part si c'est des statues grecques, évidemment. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie bien sûr de l'avoir regardée jusqu'au bout. Donc désolée d'avoir mis autant de temps à publier cette vidéo, elle aurait dû arriver plus tôt, mais la vie fait que des fois, il y a des événements qui te ralentissent dans ton travail. Je prends du retard et j'aimerais préparer celle de juillet qui j'espère va vous plaire, mais ça va me demander beaucoup de travail de recherche, donc c'est pour ça que vous n'aurez pas de vidéo avant le mois de juillet. Mais ne vous inquiétez pas, je pense à vous. J'en profite pour vous rappeler les mêmes choses, c'est-à-dire d'activer la petite cloche, parce que j'entends plusieurs qui ne voient pas mes vidéos dans leur fil d'abonnement. C'est normal, je suis une petite chaîne donc je ne suis pas visible. Vraiment actionnez la cloche. Si vous voulez me rendre visible, bien il faut commenter, liker et partager. C'est comme ça que YouTube marche malheureusement. Et moi ça me permet toujours de voir un petit peu vos avis. Vous pouvez également regarder mes derniers arts, c'est pas si compliqué comme je vous l'ai recommandé dans la vidéo, mais aussi les autres vidéos que j'ai pu publier récemment. Si vous voulez me soutenir, j'ai également une page Tipeee où vous pouvez me donner un peu d'argent ou bien regarder une pub. Ça fait le même effet et c'est moins cher. Enfin c'est gratuit. Et je vous dis à très bientôt dans tous les cas pour une nouvelle vidéo. Ciao!